Pauline Carton, s'il vous plaît, vous tournez demain à 2 heures avec une robe noire et une veste de laine. Vous avez besoin de rien d'autre? Si, de votre talent. Eh bien, commençons. Trésor, mémoire de radio, présente. 13 Mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de radio, presenta. 13 Mémoire de radio, presente. Pauline Carton, s'il vous plaît, vous tournez demain à 2 heures avec une robe noire et une veste de laine. Vous avez besoin de rien d'autre? Si, de votre talent. Eh bien, commençons. Ah, Pauline Carton. Aimons-nous sous les palétuviers roses qu'elle chantait avec sa voix de crécelle. À côté d'elle, moi, question voix, c'est la calasse, hein. C'est vous dire le niveau où ce qu'elle chantait comme une casserole. Bah, ça l'a pas empêché de faire des disques. Comme quoi, la voix, c'est très joli, mais c'est pas tout dans la vie. Le physique non plus, hein, quand on y pense et qu'on la regarde, c'est pas tout. Et pourtant, Pauline Carton a été une grande star à sa manière et à son époque, c'est-à-dire dans les années 40-50, en interprétant les bonnes. À l'époque, on ne disait pas encore femme de ménage, encore moins agent d'entretien, on appelait un chat, un chien et une bonne. Et question bonne, c'était la meilleure. Elle était de tous les films de Sacha Guitry, notre cinéaste français le plus parisien, le plus frivole, le misogyne le plus élégant et le plus raffiné. Dans ces maisons bourgeoises et chics, où monsieur badinait avec esprit et avec madame, il y avait toujours la bonne qui ponctuait l'intrigue par ses « Madame est servie » ou autre « Monsieur a téléphoné qu'il arrivait ». Et c'est ma Pauline qui les disait de sa voix aigrelette avec sa bouille de patates cuites, sa moue chiffonnée, les bras croisés bien calés sous la poitrine. Ça, elle faisait bien la conne, hein. Non, faisait, car en fait, elle était une intellectuelle originale qui habitait l'hôtel Meurice, rue de Rivoli, devant les Tuileries, et il y avait une petite chambre avec vue sur le jardin. Elle avait convaincu la direction de lui laisser une partie des caves dans laquelle elle avait établi sa bibliothèque de pas moins de 3000 bouquins. Sans doute l'idée de déménager et d'être toujours dedans les cartons l'a dégoûtée. Elle joua donc quasiment toute sa vie le même rôle, et si donner la réplique à Arletty ou à Jacqueline de Lubac lui laissait assez de loisirs pour lire ses chers livres, la vie était belle. Moi je dis, t'es pas cool la Carton? Bonjour, chère madame. Bonjour, Pauline Carton. C'est bien agréable de se trouver dans le bar de 12h30 et brusquement de rencontrer sur un banc Pauline Carton. Ça ne présente aucun intérêt. Aussi, plus que vous ne croyez. Oh non. Écoutez, voilà, moi je voudrais bien vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire quel âge avez-vous? Ah oui, j'ai 90 moins quelques miettes. Moins quelques miettes. Eh bien, vous savez, même les miettes, ça ne se voit pas. Ah si. Est-ce que vous vous êtes promené souvent dans les petits squares, dans votre vie à je me suis promené dans les squares. Il est vrai que vous avez souvent aimé tous les oiseaux, les animaux, et qu'en particulier les oiseaux vous sont très familiers, par exemple chez vous. Est-ce qu'ils viennent vous rendre visite? Ah oui, je suis sur les Tuileries. Alors là, il y a une chose charmante. Il y a des moineaux dans mon quartier, ce sont les moineaux constipés. Ah bon, comment vous en êtes-vous aperçu? Ah bah très facilement. Parce qu'il n'y avait rien. Parce qu'il n'y avait rien sur ce balcon. Sur les autres balcons, il y a des déchets regrettables, et sur le mien, il n'y en a pas. Voilà. Mais finalement, dans votre vie en particulier, mettons Oui. à Paris, puisqu'il y a toujours eu beaucoup de circulation, même à l'époque où il n'y avait que les fiacres, les déchets ont toujours eu de l'importance. Comment? Les déchets ont toujours eu de Ah l'importance. oui, oh, surtout à l'époque des fiacres. Pensez non, le crottin de cheval était ce qu'il y avait de plus saillant dans les rues. Alors finalement, la poésie des fiacres n'existe pas? Oh, certainement si, seulement elle existe d'une autre manière. Les gens s'embrassaient tendrement, ils étaient contents. Et bien sûr, vous vous êtes promené très souvent dans des fiacres. Oui, oh, oui. Et vous préfériez les fiacres aux automobiles de Je maintenant? m'en fous entièrement. Du moment que cela vous transporte. Du moment que ça me transporte, c'est tout ce que je demande. Et comment ça s'est passé, le passage du fiacre à l'automobile? Eh ben, mon Dieu, on a supprimé des fiacres et augmenté les automobiles, puis voilà tout. Bon, c'est donc. Comment ça s'est passé? Est-ce que les gens ont été ravis de découvrir l'automobile? Oui, en général, ça leur a fait l'effet d'un signe de richesse. Ils étaient contents. Est-ce que vous avez connu des personnes qui ont été particulièrement heureuses d'acheter une automobile? Ah oui, des quantités de gens. Et même, tenez, un chauffeur de taxi que je connais m'a dit qu'il avait comme voisin un charmant garçon qui était également chauffeur de taxi, qui venait de se marier
Et alors, ils avaient acheté une voiture de maître. Alors, ils étaient contents, sa femme et lui. Seulement, comme ils n'ont jamais été foutus de passer leur permis de conduire, ces imbéciles mettaient la voiture dans la rue et descendaient le dimanche manger des petits gâteaux dedans. Ils prenaient le thé ensemble dans leur voiture chaque dimanche. Exactement. Donc la voiture est toute neuve. Oui, elle doit être très bien. Elle doit être très bien, oui, très bien conservée. Remarquez, je pense que peut-être en ce moment, on ferait mieux de revenir au fiacre, hein, avec ce qui se passe, oui. Oh non, moi ça m'est d'une indifférence totale. Hein. Est-ce que vous avez conduit vous-même? Jamais de la vie, heureusement. J'aurais des mal idées de voiture. Pourquoi les devantures, elles vous attiraient particulièrement? En général, non, c'est plutôt en avant des maisons. Bon, vous savez que dans notre square, il y a quelques arbres dénudés. Nous ne pouvons pas tellement vous dire de quels arbres il s'agit, on ne connaît pas tellement la sorte, mais ce que nous savons en tout cas, c'est que ce ne sont pas des palétuviers. Ils ont une grande importance pour vous, les palétuviers. Ah oui, ça a été une chose importante dans ma vie, il y a quelque chose comme 30 ans. Mais pas plus. Oh, ben, qu'est-ce que vous voulez tout de même? Alors cette chanson est née comment? Parce qu'elle a une histoire, cette chanson. Non, il n'avait pas une histoire très particulière. Le camarade que j'avais voulait chanter un duo, il en a demandé un. On lui a donné un duo qui avait été refusé par un autre. On a mis n'importe quelle parole dessus et ça a été très bien. Vous avez dit on a mis n'importe quelle parole, donc vous y avez participé? Ah oui, nous avons été nombreux. Chacun faisait un vers. Je me rappelle que moi j'avais fait comme vers et mon nous sous l'évier. Remarquez que c'était une idée comme une autre. Elle était mauvaise, mais ça valait mieux. Elle était bonne parce qu'il y avait la rime. Oui, voilà. Elle est comment déjà cette chanson? Vous pouvez nous... juste un petit vers. Oh non, jamais. Non mais écoutez, vous pouvez, je chante bien depuis une semaine, mais vous pouvez. Jamais de la vie, jamais. Vous imaginez maintenant que je vais vous chanter sans accompagnement et sans voix? C'est facile. On va la voix, je crois que vous l'avez. Non. Non, vous ne voulez pas? Non, ça me rappelle, il y a une chanson très bien que j'aime et qui date du XVIIIe siècle. Quand une dame pète au lit, elle a 4 jouissances. Elle bassine de son lit, elle bassine son lit. Elle soulage son ventre, elle entend son cul qui chante. Pauline Carton. Il y a un dernier vers. Mais attendez la suite. Encore un vers. Deuxième partie. Elle empoisonne son mari. Merci de nous avoir interprété cette œuvre du XVIIIe siècle, Pauline Carton. Eh bien, puisque vous n'avez finalement pas tellement envie de chanter, puisque vous n'avez pas d'accompagnement... Ça vaut mieux. Ça vaut mieux pour vous. Non, mais nous étions ravis, là, nous sommes très contents. Alors c'est là où je ne vous comprends pas. Ce fruit défendu vous est donc inconnu. À cela se peut-il, joli petit bourgeon d'avril? Non, je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais mon cœur ingénu me rattrape et vois-tu tout le temps perdu. Ah, rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose. Ah, si les palétuviers te font entraîner, je veux bien essayer. Ah, viens sous les pas. Je viens de ce pas et je vais pas à pas. Ah, suis-moi, veux-tu? Suis-moi, t'es sous les bons palétuviers. Viens sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers. Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pâtus, prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les pieds. Ah, ton cœur me semble encore hésiter, cher trésor. Mais je veux tout oser pour un tout petit baiser. Un vertige m'éblouit, un baiser fait exquis. Mais dès qu'il l'aura pris, je vais être pour lui l'objet du mépris. Non, le mépris, je t'en prie, ce n'est pas dans mes prix, car je suis pris mignonne. Mon cœur est tout aux abois, je te donne mon roi, mon corps au fond des bois. Ah, viens sous les pas. Je viens de ce pas et je vais pas à pas. Ah, suis-moi, veux-tu? Suis-moi, t'es sous les bons palétuviers. Viens sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers. Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pâtus, prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les biais. Si je comprends bien, je veux mon chien sous les grands palais. Tu viens. Je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pâtus, prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les biais.
Si je comprends bien, tu me veux mon chef sous les grands palais. Étrange et douce chose, je vois la vie en rose, comme un papillon léger. Mon cœur semble voltiger. Oui, je ne sais ce qui se passe en moi, ce mois de mai me met tout en émoi. Est-ce les fleurs d'alentour? Mais tout respire ici l'amour. Qu'est-ce que vous faites là? Comment est-ce que je fais? Je lis, monsieur. Mais ça n'est pas le bois de Boulogne, c'est d'une imprudence. Mais dites donc, vous m'ennuyez. Avec un beau comptoir en étain reluisant. Quel rêve! Un petit comptoir en étain qui brille au rayon du matin. Des bouteilles bien alignées sur 2, 3 ou 4 rangées. Verser des verres de Bordeaux et des verres de vin nouveau. Ah, quel rêve d'être bistrot qu'il se réalise bientôt. Ah, quel rêve d'être bistrot qu'il se réalise bientôt, 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 bientôt. Tablier bleu à la ceinture, en plastron, sur je serai très bien, la serviette sur le bras, quelle tournure, me voyez-vous, quel chic, quel chien. Le matin, faudra que j'astique le comptoir d'un bras vigoureux, puis pour attirer la pratique, je prendrai des airs avantageux. Avantageux, avantageux, avantageux. Un petit comptoir en étain qui brille au rayon du matin. Des bouteilles bien alignées sur 2, 3 ou 4 rangées. Verser des verres de Bordeaux et des verres de vin nouveau. Ah, quel rêve de bistrot qu'il se réalise bientôt. Ah, quel rêve d'être bistrot qu'il se réalise bientôt, 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 bientôt. Et le soir j'aurai le sourire, c'est le moyen d'avoir des clients, sans compter que ça vous attire quelquefois d'autres agréments. Madame Bourriche, pas de bêtises, vous dirai-je si vous me trompez. À la tête, il faut que je vous dise, je vous enverrai. Quoi? Mes pichets. Oh, vous pichez, monsieur? Oui, madame, mes pichets. Non, 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 on ne se battra pas. Nous aurons beaucoup de bonheur et un petit comptoir en étain qui brille au rayon du matin. Des bouteilles bien alignées sur 2, 3 ou 4 rangées. Verser des verres de Bordeaux et des verres de vin nouveau. Ah, quel rêve d'être bistrot qu'il se réalise bientôt. Ah, quel rêve d'être bistrot qu'il se réalise bientôt, 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 bientôt. Allons, commençons. Savez-vous, ma petite Hélène, puisque vous vous mariez dans 2 jours, que c'est aujourd'hui ma dernière leçon pour clôturer harmonieusement mes cours? Ce sera une leçon de musique. On dit que tu te maries, mais
Mais quelle drôle de manie ont toutes les jeunes filles de vouloir se marier. J'aurais pu, moi qui vous parle. Mais j'ai fui la promiscuité impudique des intimités conjugales, la brutale révélation de la nuit de noces. Quand je dis brutale, forcenée. Tous les hommes sont des forcenés. Ah, pouah, comme dit Madame George Sand. Vous savez, ma chère petite, on m'a certifié que souvent, le soir du mariage, le nouvel époux ne prenait même pas le temps d'ôter ses souliers vernis. Ce qui vaut peut-être mieux s'il a des oignons à l'orteil. Quoi, monsieur de Lamartine lui-même avait des cordes aux pieds. Ah, ma pauvre petite enfant, tout cela est bien triste. Ah! Oui, moi, je suis restée demoiselle, et bien contente, croyez-moi, bien contente de l'être. Douleur, trahison, vengeance. Ne vous attristez pas, fillette. Mon ex-fiancé se maria plus tard. Oui, et j'ai su qu'il avait rendu sa femme assez malheureuse. Je ris. Au fait, où irez-vous en voyage de noces? À Venise. Ah, à Venezia la Bella, chef-lieu de province, 152 000 habitants, les pigeonneaux de Saint-Marc, les princes russes qui épousent par amour, de vieilles chanteuses pleines aux arts, le pont des soupirs. La Regina, c'est la reine d'Italie, Lili. N'écoutez pas ça, mon enfant, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. L'Afrique du Nord est tentante aussi, avec ses arabes farouches, qui vous enlèvent, vous pressant dans leurs bras nerveux, au galop de leurs petits chevaux pleins de tendresse. Non, enfin, je veux dire le contraire. Buenos Aires, au soir embaumé, sous le ciel de l'Argentine, où l'on meurt d'être aimé. Brive-la-Gaillarde est bien jolie aussi. Et puis le retour est agréable, vous direz, j'étais là, telle chose m'advint. Mais dites-moi, que chanterez-vous à votre époux, le grand soir, pour le mettre en train? Ah, fasse le ciel, que ce ne soit pas la vieille chanson, tendre et mélancolique, qui a été la romance de toute ma vie. Jadis, je possédais ton cœur, plus d'amour et plus de bonheur. Je suis loin de ton souvenir, et je n'ai plus qu'à mourir. Ah, maintenant commençons les exercices. Ouvrez la bouche, contractez la glotte, appuyez la luette sur l'épigastre, placez le son dans l'arrière-gorge et sans comprimer le pharynx, faites non. Non. C'est ça. Maintenant, étendez-vous sur ce plancher de chêne. Ah, n'oublions jamais que le chêne est un genre de dicotylédone cupulifère. On le trouve dans les forêts et sur les képis des généraux. On y cueille le gui, végétal druidique dont on fait des infusions excellentes pour nos petits désagréments à nous autres femmes. Donc, étendez-vous sur ce plancher de chêne, faites peser sur votre estomac ces 5 gros dictionnaires Larousse et respirez. Bien à votre aise, n'est-ce pas? C'est ça. N'oubliez pas non plus que la musique est tout et les paroles rien. Vous voulez une preuve? Tenez, par exemple, vous chantez. Donne qui reposez sous cette froide pierre. Oh, 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 oh. C'est magnifique, ça, surtout quand je le chante, moi. Eh bien, si vous faites à la place Donne qui reposez sous cette froide pierre, vous voyez, les paroles ont beau être les mêmes, l'effet n'y est plus. Maintenant, regardez comment je place le son. Mais où êtes-vous? Hélène? Hélène! Mais mon Dieu, mais elle est évanouie par terre. Oh, que je suis bête. Oh, pardon, j'oubliais que je vous avais mise en observation sous les dictionnaires. Oh, si votre fiancé était entré, il aurait pu abuser de la situation. Oh, laissez donc, les hommes sont tous les mêmes, croyez-moi. Du moins, je l'ai entendu dire. 3h30, la petite Hélène, la leçon est terminée. Demain, la vie conjugale commence. Courage, allez, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Veuillez ne point oublier que j'ai été votre gouvernante, que je demeure à votre entière disposition pour jouer du piano à vos réceptions, poser des ventouses à votre mari s'il est souffrant, expédier vos lettres à la poste restante si vous le trompez, et apprendre la syntaxe à ses enfants si vous jugez bon d'en mettre au monde. Pour moi, je reste seule avec mon célibat. Je n'attends plus rien ici-bas, bonheur perdu ne revient pas, et mon cœur ne demande au ciel que le repos éternel. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la,
Allô, allô, ici Robert Tanton. Voici les contes de la cuisinière avec Pauline Carton. Cette émission, qui vous est offerte par les tampons Gex, est enregistrée dans la cuisine de Madame Clémentine. À vous, Madame Clémentine. Bonjour, messieurs, dames. Oh, je suis bien contente de venir causer aujourd'hui encore avec vous. D'autant plus que la semaine prochaine, je serai sûrement pas là. Ah, vous partez en voyage, Madame Clémentine? C'est parfaitement, jeune homme. Je vais en Amérique. Un contrat pour Hollywood, je parie. Oui, au bout de ça fait la deuxième fois que vous nous annoncez votre départ. Vous êtes toujours ici, alors. Oh, pardon, cette fois c'est sérieux, jeune homme. Ah, et vous espérez toujours faire du cinéma? Non, non, non. Cette fois, je pars pour représenter la France dans le Grand Tic. Le Grand Tic? Qu'est-ce que c'est que ça, le Grand Tic? Bah voyons, le tournoi international de la cuisine. Ah. Le Tic. T-I-C-Tic. Oh, bravo, bravo, quel honneur. Mais ce qui m'inquiète un peu tout de même, c'est qu'on m'a dit qu'il fallait se faire sophistiquer pour aller là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire qu'il faudra vous faire un peu arranger à la mode des grandes vedettes d'outre-Atlantique. Soins de beauté, massage, cure d'amaigrissement, chirurgie esthétique, peut-être. Ah, vous croyez que c'est indispensable? Oh, mon Dieu, si vous voulez représenter dignement les couleurs de la France, il ne faut pas hésiter, je crois. Bah ça m'ennuie ce que vous me dites là, jeune homme. Alors il va falloir me faire teindre en blonde platinée? Bah, sans doute. Et comme régime? Oh, suppression du pain, corps gras, les pâtes, les farineux, le sucre. Mais qu'est-ce que je vais manger alors? Rien. Vous boirez des jus de fruits. Bah je pourrais bien prendre une petite tartine de beurre dans mon café au lait. Oh, surtout pas. Du café noir, sans sucre, uniquement. Et mon petit casse-croûte de 10 heures. Mais pas question. Et la chirurgie machin stick, hein, là, comme vous dites. Oh, bah ça c'est rien, ça, il s'agira simplement de vous faire raccourcir un peu le nez. Bah dites donc, il est pas si grand. Qu'est-ce qui va me rester? Ah bah oui, c'est vrai. Bah alors vous le ferez rallonger. Mais je veux pas, dites donc. J'y suis habitué, moi, à mon nez. Ça fait assez longtemps qu'on est ensemble, lui et moi. C'est pas à notre âge qu'on va se séparer. Ça, c'est à vous de voir. Mais j'ai tout vu. Non, non, jeune homme, non, je suis comme je suis. Mais au moins, on me reconnaît. Les stars d'Amérique, avec tous leurs trucs, elles finissent par toutes se ressembler. Je veux pas qu'on me prenne pour Marlène Dietrich. À votre aise, Madame Clémentine, à votre aise, mais quand il s'agit de représenter à l'étranger la cuisine française... N'ayez pas peur, jeune homme, laissez-moi faire. Vous verrez que Clémentine, elle a pas besoin de jouer les beautés fatales pour convaincre les amateurs de bonne cuisine. Ah, vous croyez que vous trouverez en Amérique des gourmets capables d'apprécier votre talent à sa juste valeur? Mais pourquoi pas? On dit que là-bas, ils ne se régalent que de conserve. Ça, c'est possible. Mais moi, je suis sûr que s'ils avaient le temps de préparer des bons petits plats bien mijotés à la française, ils changeraient d'avis. C'est comme pour la musique, tenez. Ils adorent le jazz band. Mais si on leur apprenait à aimer les chansons de chez nous, je suis bien certaine qu'ils trouveraient ça beaucoup plus joli. Femme, que vous êtes jolie. Ah, vous entendez, ça a une autre allure. Quand vous avez 16 printemps. Ah, où sont-ils? Et que vos grands yeux innocents sur chaque chose s'extasient. Il n'y a pas qu'à ses ordres qu'une femme est jolie. Flatteur. Vous envie, et le lys lui-même est jaloux. Quel charme. De la blancheur de votre cou. Blancheur, j'ai attrapé un coup de soleil. Femme, que vous êtes jolie. Ça fait plaisir de s'entendre dire ça tout de même. Encore. Que vous êtes jolie. Il est polygame, ce type-là. Hein? Quand vous portez un voile blanc. J'espère qu'il est sincère. Quand vous prononcez en tremblant le mot que pour toujours vous lire. Ah, il veut parler d'une mariée. Oh, que c'est gentil. Et le soir, sous les draps blottis, à la lueur d'un demi-jour. Alors finalement, que décidez-vous? Vous partez toujours pour l'Amérique? Non, ben peut-être, à condition de rester tel que je suis, voilà. Et vous emporterez votre matériel, vos plats, vos casseroles... Oh non, 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 pour ça je me débrouillerai bien avec ce que je trouverai sur place. Je n'emporte que mes tampons Gex, car ça, vous savez, c'est irremplaçable. Vous apprendrez aux Américaines à employer Gex avec vos petits bouts de savon qui ne sont plus bons à rien. Mais bien sûr, elles verront qu'en France, on est économe et débrouillard. Ah, ça pour ça, c'est un vrai système D. Qui est bien français, oui, mais c'est un système Gex. C'est écrit sur toutes les boîtes Gex. Un tampon Gex en vaut deux. Et il nettoie bien mieux.
Allô, allô, ici Robert Tanton, vous venez d'entendre les contes de la cuisinière avec Pauline Carton. Cette émission vous était offerte par les tampons Gex. Pas frais. Pas fraîche. Pas fraîche. Fraîche comme une rose, au contraire, grâce à New Frigor. Il est pratique, silencieux, il contient tant de choses. Économique et robuste, il est épatant. Et il est muni du dernier perfectionnement américain, le congélateur, dans lequel les aliments conservés par une température de moins 18 degrés peuvent être gardés parfaitement frais pendant des mois. Depuis que je l'ai, mon patron boit parfaitement frais. Chaque fois qu'il me rencontre, il m'augmente en me disant « New Frigor, valeur or ». Toujours frais. New Frigor, valeur or. Une concierge doit être au courant. Toutes les concierges sont de la police. Pour que votre soit pénétrant, il faut rester l'œil en coulisses. On colle son œil au bâton. Et ce qu'on voit, c'est épatant. En regardant par le trou, par le trou, par le trou. En regardant par le trou de la serrure, on voit des choses comme tout. Par le trou, on sait de toute façon très sûr. C'est par le trou qu'on connaît tout. Là, ils n'ont pas l'air de se fouler. La petite a l'inexpérience, mais le petit a l'air désalé. Il lui fait voir son influence. J'avais pas vu ça depuis 20 ans. Ça m'a paru exorbitant. Regardant par le trou, par le trou, par le trou. Regardant par le trou de la serrure, on voit des choses comme tout. Par le trou, on sait de toute façon très sûr. C'est par le trou qu'on connaît tout. Quand on vient de se marier, c'est au moment de la nuit de noces que le mari, souvent contrarié, voit que la demoiselle a eu 2 gosses. Et cela, comment le voit-il? Pas besoin d'être bien subtil. Regardons par le trou, par le trou, par le trou. En regardant par le trou de la serrure, il voit des choses comme tout. Par le trou, il sait de toute façon très sûr. C'est par le trou qu'on connaît tout. Les mémoires de Pauline, premier épisode, enfance et adolescence. Bon, on commence tout par le début, n'est-ce pas? Le premier souvenir, le bébé sur la peau d'ours, ça fait comme vous voulez. Mon Dieu, je veux bien, je suis né à Biarritz, ça vous intéresse? Biarritz, joli pays, mais j'y suis resté peu de temps. Ma nourrice se saoulait, paraît-il. Alors de temps en temps, on allait me ramasser dans les rosiers ou dans les tulipes. Alors ça n'a pas plu à ma mère, qui habitait à ce moment-là Madrid, et qui était simplement l'été à Biarritz quand je suis né. Alors quand nous sommes retournés à Madrid, toute la famille, on ne m'a pas donné de nourrice, on m'a donné une chèvre. Et alors cette chèvre était charmante, car je ne sais pas si vous savez que Madrid est un endroit très peu fertile. À l'époque où moi je suis né, il paraît que les vaches qui venaient à Madrid pour donner leur lait apportaient sur leur dos une provision de fourrage pour manger ça pendant leur séjour madrilène. Puis elles s'en allaient après à restaurer et heureuse. Mais alors ma malheureuse chèvre, évidemment, avait peu à manger. Mais mon père était sous-directeur d'un chemin de fer espagnol, alors elle avait les concessions de tous les talus du chemin de fer. Ce qui fait que j'ai été nourri par une chèvre espagnole et ferroviaire. Ce qui est tout de même assez agréable, ça m'a donné le goût des voyages. Est-ce que ça vous intéresse que je vous dise quelle est la fois où je me rappelle très bien, pour la première fois, m'être dit, quand je serai grande, je jouerai la comédie? Eh bien, on répétait Moment Sabouleux dans la grande antichambre de billard là, de mes parents. Et alors moi, excusez-moi, j'étais en train tout doucement de faire pipi dans un petit pot de chambre, dans la pièce à côté. J'apercevais dans une porte entrebâillée mes camarades qui répétaient, qui étaient mon frère et ses copains, et je me disais, plus grande, je jouerais dans un vrai théâtre. Ça, je me rappelle ça admirablement, parce que ça m'a fixé le jour où je l'ai pensé nettement pour la première fois. Vous voyez que ça date d'il y a très longtemps. Mais enfin, c'est peut-être pas très à raconter, il me semble que vous pourriez faire des coupures. Non, mais écoutez, au contraire, moi j'aime bien le pot de chambre, c'était très bien. Ah oui, chacun a son goût. Exactement. Il faut que je vous raconte la fois dans ma vie où j'ai pris pour la première fois la parole à haute voix dans un théâtre. C'était au Châtelet. Ma mère m'avait emmené ainsi que mon frère pour voir une féerie quelconque. Vous n'avez pas vu de ces choses-là, c'était assez amusant. Il y avait des choux qui s'ouvraient, à l'intérieur il y avait un carrosse, n'est-ce pas, une fée jaillissait du trou du souffleur, enfin des choses très intéressantes pour les enfants. Et là-dedans, il y avait naturellement des pages et des travestis. Je ne sais pas si vous avez vu des photographies d'anciens travestis.
On disait d'une femme qu'elle remplissait bien son maillot. Et dans le fond, ça voulait dire qu'on ne prenait pour jouer les rôles de jeunes garçons que des femmes beaucoup trop grosses pour le faire. Alors on était contents quand elles avaient un bon derrière bien rond, et surtout quand il y avait un travesti avec un décolletage carré où on voyait la naissance des seins. Ça a l'air d'une blague, mais c'est vrai. Alors moi, j'étais dans les fauteuils d'orchestre, au 3e ou 4e rang, et je regardais une pièce où le prince charmant était une femme en travesti. Cette femme était grasse, elle avait un bon derrière, elle avait de bonnes épaules, elle avait un joli décolleté, et au bout d'un moment, tout le monde lui parlant naturellement au masculin, j'ai crié aux gens dans la salle, mais vous ne voyez donc pas que c'est une femme? Comme je devais avoir les 4 ou 5 ans, j'ai eu beaucoup de succès. Puis alors après, j'ai été en pension, en demi-pension, à Neuilly. Il y avait un jardin, et nous jouions à toutes sortes de choses, et puis voilà, tout à coup, on s'est mis à faire la quête. On s'est mis à faire la quête pour les enfants de la cloche offerte par les enfants de la première communion de 1896. Je ne faisais pas de première communion, je n'ai jamais eu aucune religion. Seulement, j'étais plus délure avec les camarades, alors on m'avait donné à faire la quête, car les autres allaient demander 5 sous à leurs parents, et après, c'était fini. Alors, avec une camarade, nous avions rapporté, tout de suite, nous rapportions des cartons pleins, nous ramassions chacune 50 francs par jour. Nous allions chanter aux devantures des cafés, nous allions aux terrasses des cafés d'ouvriers, et nous chantions « Sois belle, oh ma chère inconnue !» et nous faisions la quête. Alors, nous nous sommes fait ramener par l'oreille, on nous a beaucoup engueulé, mais nous avions gagné la cloche. Quand j'entends sonner la cloche en me baladant dans Neuilly, je me dis « C'est notre cloche, là-haut !» Pour des raisons familiales, nous sommes allés habiter l'Espagne pendant 7 ou 8 hivers. Et alors là, elle voulait que je joue un petit peu de piano, que je fasse un petit peu de musique. Je suivais des cours par correspondance avec Paris. Elle m'a amené chez un professeur de chant qui était très honnête, qui lui a dit « Ne lui faites donc pas apprendre le chant, elle n'a pas de voix, elle n'en aura jamais, c'est tout à fait inutile. » Ma mère a dit « Ça m'est bien égal, c'est simplement pour qu'elle continue à faire de la musique. » Alors, en effet, j'ai continué à faire de la musique. Si vous voulez que je vous chante le Barbier de Séville en italien, ça ne vous intéressera pas beaucoup. Una voce poco fari de cantine il mio cor. Vous voyez ce que ça peut donner. J'avais tout à fait la voix pour chanter le Barbier de Séville, dans un asile d'aliénés seulement. Vous ne connaissez pas la grande pièce anticléricale qui est le Juif Ferrand. Le Juif Ferrand, il y a là-dedans un gamin, un individu secondaire, et il a eu la moitié d'une fesse bouffée par une panthère, car il y a là-dedans une histoire de fauve terrible. Alors, à un moment, on veut le faire engager comme domestique par une demoiselle, mademoiselle de Cardeville. J'arrivais devant mademoiselle de Cardeville, et je disais ce qui était effrayant à dire pour un travesti, pourvu que mademoiselle de Cardeville ne s'aperçoive pas, en regardant mon pantalon, de ce qui me manque, car soi-disant, elle va bouffer une fesse. Alors, évidemment, c'est une phrase qui doit être tout à fait déplacée dans ce sens-là. Mais c'était très curieux la façon dont nous jouions le Juif Ferrand. D'abord, on le jouait en 7 ou 8 tableaux, et puis il y avait un verre de lampe qui faisait tantôt la voix de Dieu, tantôt le cri de la panthère, tantôt le hennissement du cheval. Ça n'imitait ni l'un ni l'autre d'ailleurs, comme la plupart des choses simplifiées de ce temps-là. Vous avez cherché à jouer la comédie, vous? Personnellement, non, il n'a pas cherché. Parce que si vous aviez cherché, vous vous rappelleriez peut-être qu'un jour, vous avez apporté en scène une lettre et vous avez dit « Ça, c'est pour Madame la Comtesse » et vous êtes sorti ivre de joie d'avoir dit une chose aussi intéressante. Mais est-ce que les rôles de bonne ont quelque chose de commun entre eux ou bien est-ce que chaque fois le rôle de bonne se renouvelle? Oh, ils se renouvellent beaucoup. Il y a des bonnes distinguées, il y en a qui ne le sont pas. Moi, je fais celles qui ne le sont pas. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne distinguée, par exemple, au théâtre? Une bonne distinguée, ça se fait passer des fesses et ça dit « Oh, monsieur, je vous en prie, finissez ». Et elle n'a pas distingué? Elle n'a pas distingué, elle dit, ben allez-y. Comme ça, tout le monde comprend tout de suite. Ah, c'est la seule différence? Oh mon Dieu, il me semble. J'aime beaucoup le théâtre, j'aime y être, j'aime y rester, j'aime être sur une scène, j'aime voir les spectateurs. Moins j'en dis, plus je suis contente. J'ai horreur des rôles longs, j'adore les rôles longs. Non, voyez-vous, il n'y a qu'une chose à laquelle je tiens et que je veux vous dire, c'est qu'on ne doit jamais prendre sa retraite. Il ne faut jamais sortir de la chose qu'on avait l'habitude de faire et qu'on aime faire. Un individu qui prend sa retraite est un individu à moitié mort. Ça n'est pas la peine d'être sur la terre pour n'être plus qu'à moitié vivant. Il faut rester dans le même milieu. On y reste tout petit si on ne peut pas arriver à y tenir une place importante, mais il ne faut pas s'en aller de l'endroit où on a l'habitude d'être. Voilà mon idée. Je ne vois que ça dans mon passé. Depuis Toto, Radu Sébastien, jusqu'à des cocos, trésors de coco, des demi-quarts de portion n'ont jamais fait ma passion. Les petits chétifs, on va par les types, n'ont jamais tenté de m'évoluer. Tout
mon corps, mes trésors n'ont été qu'à des hommes forts. J'ai un faible pour les forts. J'aime les toréadors, tous les picadors, tous les matadors, tous les matamors. J'ai un faible pour les forts, aux petites gueules en or. Je préfère le butor, le bandit ressort et la vache qui mord. J'ai un faible pour les forts, ceux-là dont le couteau sort, les cogneurs à mort, tous les mecs du port, tous les gars de Star. Les tétors, les acteurs, les ténors, les inspecteurs, les pollux, les castors et les sergents-majors, pop, et les conquistadors. Quand je vais au cinéma, c'est la victime qui m'a. Quand je vais au cinéma, c'est l'autre victime qui m'a. Je pleure sans peur quand Gary Cooper, au pullover, agonise et meurt. Mais dans l'intimité, quand viennent les réalités, j'ai un fait pour les forts, les durs et les toréadors. J'ai un faible pour les forts, les déménageurs à moi de stentor. J'ai un faible pour les forts qui sont comme les cheveux des léonards. Ceux à qui quand tout dort on crie donne-moi encore ton regard de ténor et ta petite gueule qui mord. Oh mon conquistador. Monsieur descend à Southampton. Oui, je descends à Southampton. Le gars terrible cet homme-là, hein. Je veux pas d'histoire, moi. Monsieur ne va pas à New York? Non, pas dans le bateau suivant. C'est bien fait pour moi, ça m'apprendra. Ah, les femmes. Ah oui. Et qu'est-ce que vous en savez? Je l'ai été. Oui. Oui, les femmes. Le mal que je vais dire d'elles jusqu'au jour prochain, j'espère, où j'en rencontrerai une qui me fera oublier toutes les misères que les autres m'auront faites. Inexorablement. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les adverbes sur ce bateau? Prenez le bagage. Pauline Carton, s'il vous plaît, vous tournez demain à 2h avec une robe noire et une veste de laine. Vous avez besoin de rien d'autre? Si, de votre talent. Eh bien, commençons. Comment avez-vous commencé dans le cinéma? Ah, j'ai commencé par jouer dans une pièce dans laquelle il y avait un cinéma au dernier acte. C'est-à-dire que ça s'appelait le 1000e constat. Et naturellement, le cinéma est en avance qu'en récente, on avait trouvé très original de mêler du cinéma à l'histoire. Alors il y avait un moment où dans une maison de rendez-vous, des quantités de gens se rencontraient et un individu jaloux avait collé un cinéma dans un coin. Et au bout d'un certain moment, on ressortait des scènes d'intimité entre tous ces gens qui se foutaient sur la gueule au dernier acte en l'honneur de ce qu'on leur montrait à ce moment-là. Alors là, j'ai commencé par un rôle charmant, c'était une négresse. Cette négresse se baladait dans cette maison de rendez-vous. Et c'était d'abord assommant parce qu'il fallait que je mette des gants noirs jusqu'ici, naturellement, pour rattraper l'espèce de chemise que je pouvais avoir. Et puis, il fallait aussi se peindre la figure en noir avec des procédés assez rudimentaires qu'on a fait. Ça coulait, c'était abominable. J'avais des phrases très intelligentes à dire. Par exemple, j'entrais en ayant l'air de me frotter le derrière, en disant, moi, pas lavez-moi avec savon blanc, lavez-moi avec savon noir. Vous voyez, c'était malin et intelligent. Là-dedans, il y avait d'autres choses plus intelligentes encore. À un moment, ça se passait dans un poste de police. Et le commissaire de police s'appelait Monsieur Pompirol. Et les agents chantaient en chœur avec esprit. Chantons en levant le képi, notre patron Pompirol Paul, le grand pompon, le grand pipi, le grand et noble Pompirol. Vous voyez comment on faisait rire les gens à peu de frais. Les gens vous diront que c'était la belle époque, elle ressemblait à toutes les époques d'ailleurs, celle d'avant et celle d'après. Et puis, là, il y avait d'autres événements qui étaient joyeux, avec de jolies femmes qui se déshabillaient dans cette maison de rendez-vous. Mais il avait fallu qu'on fasse pour le dernier acte quelques plans qui représentaient ce qu'on était censé avoir pris en cinéma pendant qu'il y avait des rendez-vous dans la maison de rendez-vous. Alors nous sommes allés au Prado, ça se passe à Marseille, et on nous avait prêté un jardin dans une villa, et là on a fait, tout à fait en amateur et en débutant, une scène où je sais que je me déshabillais derrière un paravent, et puis alors je passais la tête par-dessus le paravent, je passais ma chemise, mon pantalon et tout ça, j'étais censé être complètement déshabillé derrière le paravent, alors le monsieur regardait par-dessus le paravent, puis il avait l'air de rougir de ce qu'il voyait, enfin vous devinez comme c'était beau. Comme il y avait du soleil, nous étions pris, naturellement on avait attendu le soleil, parce que sans ça on n'aurait pas pu nous prendre, il fallait que ça soit une belle lumière, alors vous devinez le maquillage noir qui dégringolait, je suis revenu par des tramways depuis le Prado jusqu'à l'endroit où je déjeunais, et je suis arrivé dans un état de saleté. Tous mes vêtements étaient imprégnés de peinture noire, c'était abominable. Alors ça a été le premier rôle que j'ai fait en cinéma. Vous voyez, s'il était intelligent et agréable. Et puis alors après, j'ai connu, dans une tournée, nous avions un camarade très gentil, qui était régisseur de... Alors, je ne me rappelle plus quel était le nom du grand cinéaste de ce moment-là, qui m'a fait curer dans 2 ou 3 choses. Nous sommes allés dans les carrières de Maison Alfort, je crois que nous représentions
Joseph vendu par ses frères, ou quelque chose comme ça. Enfin, nous avions une espèce de tunique et nous agitions avec des palmes à la main. C'était très joli, c'était une très jolie figuration. Et puis, immédiatement, je suis tombé dans les mêmes rôles, c'est-à-dire les rôles de bonne. Et j'apportais des soupières sur la table et je sortais en emportant le chapeau et le manteau de la dame. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'était autrefois, du temps de vos grands-parents, que les levées de rideaux, par exemple. Eh bien, il y avait des acteurs qui n'ont jamais joué que des levées de rideaux pendant des années. On jouait des pièces en 3 actes, en 4 actes, en 5 actes, mais avant, il y avait une petite pièce en 1 acte, généralement mauvaise, généralement mal jouée, qui était là pour que les gens qui n'étaient pas tout à fait exacts arrivent pour voir la véritable pièce et que les autres voient quelque chose. Alors, quand on était un petit acteur, on ne jouait guère que les levées de rideaux. J'ai connu là-dedans une femme à qui je n'ai jamais vu jouer que des levées de rideaux, qui jouait fort mal d'ailleurs, et nous étions en Tunisie. Elle me dit, vous savez, ici on ne me prend pas au sérieux, mais l'année dernière, j'étais quelqu'un. J'étais la maîtresse du beau-frère d'un sociétaire de la Comédie Française. Évidemment, ça devait lui donner un rayonnement surprenant, mais elle n'avait plus ce rayonnement et personne ne venait la voir. Et la pauvre femme jouait dans un petit marivaudage, très bien, où elle était en train de se faire à court par un jeune homme et puis se séparait au dernier moment. Alors à la fin, elle disait, avec philosophie, « Ah, voyez-vous, nous ne sommes pas mûrs pour l'infidélité impénitente. » Elle me disait, c'est très ennuyeux, c'est un mot difficile, je ne sais jamais si je dois dire impénitente ou impétinente. Alors elle avait écrit le mot dans sa main sur un bout de papier et ça donnait avec un naturel parfait, ah, nous ne sommes pas mûrs pour l'infidélité impénitente. N'est-ce pas? Eh bien, personne n'a jamais fait de remarque à cette jeune femme, elle a joué ça comme ça tous les soirs, ça allait très bien. On n'était pas difficile. Entre ses doigts, on prend le cliché. Et puis, à l'instar de Gribouille, pour qu'il n'entre pas trop séché dans son petit bain, on le mouille. Ceci fait délicatement, sans secousse, avec minutie. On commence le développement de la photographie. Le cliché baignant dans son bain, il faut alors, sans maladresse, agiter jusqu'à ce que le dessin de l'image tout à coup se dresse. C'est là la grande précaution. Il faut remuer l'effigie pendant toute l'opération pour faire une bonne photographie. Le cliché monte, il se maintient à merveille sur la plaque sensible. Attention, voilà que ça vient même aussi bien que possible. Il ne s'agit pas, en vérité, après autant de minutie, n'avoir à la fin qu'un raté en guise de photographie. C'est fini, faut pas s'énerver. L'opération est complète. Il ne reste plus pour le laver qu'à mettre cliché dans une cuvette. Et si le plaisir est sans pareil, qu'on a pris à toute cette chimie, on recharge son appareil pour faire une autre photographie. J'avais une de mes camarades qui était sortie de l'hôpital dans un état très précaire. Elle et sa mère avaient extrêmement peu d'argent. Et sa mère avait pris une place de concierge qu'elle a gardée, je crois, 2 mois. Elle a laissé des souvenirs inouïs à tous les locataires de cette maison-là, parce que vraiment, jamais on avait vu un escalier tenu comme ça. On aurait dit un meuble dans une maison de meubles d'art. Mais enfin, c'était très bien. Et alors moi, j'allais les voir dans l'horloge de concierge. Et à un moment, c'était un hiver où il a fait très froid. Tout avait gelé chez moi, il n'y avait plus de compteur à gaz pour arriver à avoir le gaz, parce que l'eau était gelée à l'intérieur du compteur. Alors, très embêté, je me dis, je vais aller à l'hôtel, et puis je pense, non, je vais aller habiter chez elle, ça va être très amusant. Je suis allé là-bas et j'ai vécu dans cette loge de concierge pendant 3 semaines. C'est la vérité. Mais ça allait très bien. Seulement, comme je ne connaissais pas du tout les rouages de cette profession, évidemment, je ne servais pas à grand-chose. Mais je me rappelle que j'avais trouvé une phrase qui me servait à beaucoup. Quand il passait quelqu'un qui me disait « Monsieur Durand », je disais « Je ne l'ai pas vu descendre ». Ça suffisait. Certains comédiens ne jouent pas de la même façon en matinée qu'en soirée. Vous, Pauline, que préférez-vous, jouer en matinée ou en soirée? Oh, ça dépend absolument des jours, mais autrefois, on n'aimait pas du tout jouer en matinée parce que les matinées n'étaient pas payées. Dans le fond, ils ont vécu, je crois, une 50aine d'années sans être payés. À ce moment-là, les gens les détestaient. C'est un acteur nommé Ballande qui a inventé de jouer en matinée. Alors, comme vengeance, comme ce pauvre Ballande était enterré en Normandie, généralement, excusez-moi, on allait faire pipi sur sa tombe. Pauvre homme, n'est-ce pas? Mais il aurait pu tout de même, en même temps qu'il avait inventé les matinées, inventer le cachet
rétribuant le travail qu'elle représentait. Est-ce que vous aimez l'atmosphère des casinos? Vous aimez jouer? Vous aimez le jeu? Oh, non, le jeu pas du tout, mais enfin l'atmosphère des casinos est assez agréable, oui. Le père Tristan Bernard en parlait avec une intelligence charmante, il était très joueur, il aimait beaucoup ça. Il disait quelquefois quand on est à moitié ruiné, enfin ruiné provisoirement, on s'aperçoit qu'avec très peu d'argent, si on joue bien, on arrive à faire revenir une somme énorme. Il m'est arrivé une fois, simplement avec 30 francs, d'en faire revenir 40 000. On disait c'est merveilleux, vous avez une martingale? Non, j'ai simplement envoyé un télégramme à ma banque et voilà. Pauline, vous aimez beaucoup les livres. Je sais que vous vivez au milieu de 3000 livres. Oui. Et vous avez une tendresse pour Ernest Renan. Oui, mais enfin, vous savez, c'est une tendresse extrêmement calme. Mais enfin, il n'était pas bête. C'est un homme vraiment très agréable et pas bête, à ce que je peux connaître à distance. C'est lui qui a été célèbre quand il a eu un prix à l'Académie ou qu'il a été simplement élu académicien. Il est rentré dans son village et alors, pour le fêter, les gens du village avaient fait une jolie réception. Il y avait les 12 pompiers du pays qui étaient là en randonnion et qui présentaient les armes devant ce brave monsieur qui était la gloire de leur village. Alors il leur a dit: vous êtes bien indulgents pour mon œuvre, messieurs les gendarmes. Il n'était pas bête, il disait aussi: je n'ai aimé que 3 femmes. Ma mère, ma femme et ma fille. Et il ajoutait: ce n'est vraiment pas assez. J'ai lu récemment dans un grand journal que vous étiez somnambule. Oui, c'est vrai, mais pas lucide, pas lucide du tout. Mais ça n'est pas difficile, vous savez, d'être somnambule. On agit en même temps qu'on rêve, voilà tout. Au lieu de rêver quand on se promène autour de sa chambre, on se promène en réalité. Une fois, je me suis réveillé sous une table. Il y avait eu ce jour-là un naufrage, une barque était tombée, un taxi était tombé dans la Seine, les gens s'étaient noyés à l'intérieur de leur taxi, et moi j'ai rêvé que j'étais dans ce taxi, je me débattais effroyablement, j'étais sous ma table, je me tapais la tête en dessous de la table, c'était très bien. Et quand vous étiez enfant, vous aimiez beaucoup vous promener au jardin d'acclimatation. Ah oui, ça a été ma grande joie. J'étais abonné au jardin d'acclimatation. Je connaissais très bien l'éléphant qui me connaissait également, qui était très aimable. Et puis alors, je ne sais pas si vous connaissez bien le jardin d'acclimatation. Quand on entre, il y a à droite une grande cage avec tous les singes. Alors j'arrivais avec des morceaux de biscuits, de pain pour leur donner. Mais vous savez, la manie des enfants. J'aimais certains singes, je n'aimais pas les gros singes qui mangeaient le pain à la place des autres. Et alors quand j'arrivais, je donnais du pain et des brioches du côté où il y avait les tout petits singes. Alors il y avait un grand vieux singe qui ne m'aimait pas du tout. Et c'était assez drôle, dès qu'il me voyait franchir le seuil du jardin d'acclimatation, ce singe remplissait ses mains de tous les cailloux qu'il pouvait trouver. Quand j'étais à 5 ou 6 mètres, une dégelée de cailloux sur ma tête. Au comble de la joie. Moi, ça me mettait également dans un état de joie insensé. Alors nous rigolions beaucoup, lui avec rage et moi avec bonheur. Quelle est votre définition du bonheur? Oh, je veux pas de définition du bonheur, mais quelqu'un qui avait trouvé une définition et me l'avait dit, j'avais beaucoup aimé cette définition. Le bonheur est une conquête de l'intelligence. On ne le croit pas et c'est absolument vrai. On croit que les gens très simples se contentent de peu, ça n'est pas vrai, ils sont toujours mécontents pour des choses sans intérêt, tandis que vraiment, c'est à force de comprendre qu'on s'aperçoit qu'on est heureux. C'est drôle. Est-ce le chant du fufu ou l'odeur du poivrier? Je me sens une autre femme. Honorine, viens sous les palétuviers. Sous les palétuviers? Oh, vous en avez de ces mots. L'amour se feuille défendu, vous êtes donc inconnu. Oh, cela se peut-il, joli petit bourgeon d'avril. Non, je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais mon cœur a gêné pour rattraper soit tout le temps perdu. Oh, rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose. Ah, si les palétuviers te font entraîner, je veux bien essayer. Oh, viens sous les pas. Je viens sous les pas, je te suis de ce pas. Ah, suis-moi, veux-tu? Je te suis, mon petit, sous les beaux palétus. Viens mon sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers. Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers. Oh, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laits, aimons-nous sous les pieds. Oh, ton cœur me semble encore hésiter, cher trésor, mais je veux tout oser pour un petit baiser. Un vertige m'éblouit, en effet c'est exquis, mais dès qu'il l'aura pris, je vais être pour lui l'objet du mépris. Non, le mépris, je t'en prie, ce n'est pas mon mépris, car je suis très mignonne. Mon cœur est tout en ta voix, je te donne au mon roi, mon corps au fond des bois. Oh, viens sous les pas. Je viens sous les pas, je te suis de ce pas. Ah, suis-moi, veux-tu? Je te suis, moi, t'es-tu sous les beaux palétus? Viens sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers. Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers.
Oh, je te veux sous les tas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pâtures, prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les pieds. Si je comprends bien, qu'ils ne veulent pas chien, sous les grands palais. C'est la première fois que j'ai le plaisir de vous prendre. Bonjour, monsieur. En tant que cliente. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et il m'est arrivé, dans le temps de conduire, ça a été certainement une coïncidence, monsieur Guitry, Oui. qui était d'ailleurs un client pas très drôle, il faut le oui dire. Qu'est-ce qu'il avait comme défaut de client? Eh bien, il rouspétait. Il rouspétait parce qu'il trouvait qu'il y avait déjà pas mal de circulation. Ah oui. Et un jour, il a eu une réflexion charmante. Nous prenions une rue qui était à sens unique et une voiture vient en face. Oui. Monsieur Guitry a dit, tiens, voilà un monsieur qui vient du côté que c'est pas vrai. Oui. J'ai trouvé ça très bon à l'époque. Nous sommes au Saint James, enfin au bar. Ah oui. C'est pas la peine d'entrer à la cour. Si vous voyez qu'il y a de la lumière dans le bar, quelques maisons avant, vous arrêtez là et moi j'entre directement sans marcher. Mais nous sommes juste face à la cour. Je vais avoir 90 ans dans peu de mois. Je suis quelqu'un qui n'y a rien arrivé d'intéressant. Mais je vous assure que les gens qui écouteront ça, au bout de 2 minutes, ils s'endormiront profondément. Ma vie à moi n'est pas intéressante à raconter. Il y a des gens qui s'emmerdent doucement. Je vous demande, Pauline Carton, d'avoir la gentillesse de me répondre avec beaucoup de franchise. Si vous me déplaisez, je vous enverrai faire foutre avec simplicité. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Très bien. Oui. Ça s'est passé très bien. Ah, tant mieux, tant mieux. Je vais vous le donner. Merci d'être venu. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Merci, très bonne. Très bien. Merci beaucoup. Je m'en vais attendre, ils viennent me chercher pour m'emmener dîner, je sais pas où. Mais ils viendront par là parce que je suis toujours par là qu'on vient. Alors je pense qu'il sera assez intelligent pour se trouver ici. Là, je suis tranquille. Alors rentrez, messieurs, je vois pas pourquoi vous restez là, debout sur ce seuil. Voulez-vous boire quelque chose? Georges, il n'ira pas à 7h ou 7h30. Ça fait combien de temps qu'il vient vous chercher? Aussi régulièrement? Pas régulièrement, mais Bon, pas souvent. 20 ans? Oh, oui, 15 ou 20 ans. Georges Debeau, vous êtes journaliste? Oui. Chose curieuse, vous ne vous attachez pas à la carrière de Brigitte Bardot, mais à une autre dame, Pauline Carton. Oui, c'est autre chose. Ce sont déjà deux métiers différents. Mais étant donné votre âge, on est un petit peu surpris que vous suiviez Pauline Carton depuis 20 ans. Il vient souvent déjeuner avec moi. Vous aimez vous faire la cuisine? Non, pas du tout, Pauline. Non. Je ne sais pas. Ah oui. Comment ça se fait, Pauline, que vous avez choisi comme ça de vivre à l'hôtel sans indiscrétion? Parce que ça m'a arrangé. Ah oui. Mais vous auriez pas aimé, par exemple, avoir, je sais pas, ne serait-ce qu'un tout petit appartement à vous? Vous imaginez bien que j'ai agi suivant mes goûts et mon idée. Bien sûr. Ouais, mais c'est quand même agréable de se retrouver chez soi aussi, quelquefois, non? Je vous empêche pas de le faire. Il y a dans chaque programme, l'invité de ce spectacle est une grande amie des chansonniers qui vient de fêter ses 75 ans de théâtre, Pauline Carton. Vous venez souvent ici? Oui. Combien de fois par an vous venez? Oh, une fois par an, je pense. Une fois par an? Vous aimez bien passer de temps en temps au cabaret? Oui. Je veux dire quelque chose, je suis très content de vous rencontrer, d'être en face de vous, parce que l'autre jour, je suis allé voir des amis, et je leur ai dit, je vais rencontrer Pauline Carton, et tout le monde a fait, oh, qu'est-ce que tu as comme chance? Je te dis fou. Vous devez avoir une famille de fous habilités ce soir-là. Exactement comme si j'allais rencontrer Brigitte Bardot. C'est exactement la même chose, voyez-vous. Vous imaginez aller acheter un lapin cru, et vous achetez à la place une paire de chandeliers. Quant à savoir si je suis sur la colonne Vendôme ou dans un ruisseau, je n'en sais rien. Ça, c'est pour opter, Pauline. Oui, vous avez une bonne. Non, c'est pour m'appuyer dessus.
Mais vous chantez, vous ne mettez pas en scène avec votre canne. Pourquoi? Au caveau. Vous en avez de bonnes pour ne pas me foutre la gueule par terre. Non, ça ne gêne pas. Au caveau, vous n'avez jamais pris votre canne? Non, mais je vais la prendre parce que je sens ici où je ne sais pas du tout sur quelle scène je suis, ni la largeur que ça, ni ce que ça représente. Si je faisais la moitié, la demi-pas, je me foutrais la gueule par terre. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Tandis que comme ça, j'ai une sorte de possibilité de vivre, de survivre à cette représentation, ce qui m'étonnera. Comme ça, l'animal s'est assis. Il y a dans chacun de nos spectacles un invité. L'invité de ce programme est une grande amie des chansonniers qui fête ses 75 ans de théâtre, Pauline Carton. Pauline Carton. Quand on chante maintenant les couplets de 1900, on pense immédiatement aux cafcons et aux guinguettes, à Mayol, à Mistinguette, on pense au bon temps. Et la gaieté de Paris s'envole vers ce paradis des jours bénis. C'est le charivari, c'est la joie et les cris. On s'amuse, on chahute et l'on rit. Alcazar, Alcazar, le French cancan, le grand boucan et puis le grand Icare. Alcazar, Alcazar, amour toujours, zim boum tambour et puis le trou d'Adour. Alcazar, Alcazar.